La Thaïlande est l'un des pays les plus touristiques au monde et pourtant elle reste encore largement méconnue. Hors des sentiers battus, le pays possède des beautés naturelles uniques au monde. Des lacs somptueux, des villes totalement préservées, des endroits chers au cœur des Thaïlandais. À chaque étape de ce voyage au cœur de leur histoire millénaire, ils renouent avec l'âme de leur pays. La richesse de la culture du royaume de Siam inspire les artistes contemporains. Mêlant l'art et le sacré, ils créent des chefs-d'œuvre. Ils gardent précieusement leur authenticité au travers de leur tradition toujours vivante. C'est la Thaïlande des Thaïlandais. Un voyage de 2000 km, du Triangle d'Or au nord jusqu'à la frontière malaisienne au sud, à la découverte de ce pays fabuleux qui ne finira pas de vous surprendre et de vous enchanter. Notre voyage commence à Chiang Saen, dans le Triangle d'Or très exactement, là où la rivière Ruak se jette dans le Mékong. Sur le point de confluence se rencontrent trois pays. La Thaïlande sur la gauche vers l'ouest, au centre la Birmanie et à l'est le Laos avec la ville de Vanpaklen, une zone d'économie spéciale où les Laotiens ont récemment fait sortir de terre des immeubles et des casinos. Le côté thaïlandais est resté inchangé. Une fondation sino-thaïlandaise a fait construire ce temple bouddhiste en forme de barque. Au sommet trône un immense Bouddha doré qui regarde vers le sud et nous invite au voyage. C'est la porte d'entrée de la Thaïlande. La première partie de notre périple va des montagnes du nord à la grande vallée sacrée de Sukhothai, jusqu'au contrefort de la Birmanie. La région du Triangle d'Or est sauvage et accidentée, un des trésors de la Thaïlande. Ces pentes escarpées sont idéales pour la culture du thé. La plantation 101 est située à une dizaine de kilomètres de la frontière birmane. Elle descend le long des versants est qui tombent à pic dans la vallée. La cueillette des feuilles fait l'objet de règles précises afin de garantir la meilleure qualité possible. La cueillette des feuilles de thé a lieu tôt le matin parce que c'est à ces heures-là que le thé fera sa plus jeune pousse. Après avoir cueilli les feuilles, nous allons les sécher. Nous allons les sécher complètement. C'est pour éviter la moisissure. Les feuilles de thé sont cueillies tous les 45 jours. Afin d'avoir un thé de haute qualité, nous cueillons les feuilles à la main, pas à la machine. Et voici la partie que nous n'utilisons pas. Nous n'utilisons que la partie la plus jeune de la pousse. Ainsi, notre thé aura une bonne odeur et une bonne saveur. Il n'aura pas un goût amer. La cueillette est l'affaire des femmes des différentes tribus des alentours. Cette région est une mosaïque de peuples. Les Hmong, les Hakka, les Lao et les Karen, les minorités ethniques du Triangle d'Or. Si le thé est connu dans le royaume de Thaïlande depuis l'Antiquité, les plantations sont beaucoup plus récentes. Ces théiers, en provenance de Taïwan, ont été plantés dans la deuxième moitié du XXe siècle. La Thaïlande cultive surtout du thé oolong. La différence entre le thé noir, le thé oolong et le thé vert dépend de la façon dont le thé est traité. On part des feuilles de thé oolong. Puis nous transformons les feuilles en thé noir, thé vert et en thé matcha.
Le Triangle d'Or a longtemps souffert de sa mauvaise réputation. Ces montagnes étaient l'un des centres les plus importants de production d'opium en Asie. Les Thaïlandais ont construit un musée pour raconter leur version de l'histoire et tordre le cou à quelques idées reçues. L'entrée est assez surréaliste. Un long tunnel, une lumière bleue, une musique apaisante et des bas-reliefs saisissant la douleur et le calvaire des victimes de la drogue. Le musée raconte l'histoire du trafic de l'opium depuis l'Asie, initié par les Anglais dès le début du XVIIe siècle. Le pavot était cultivé en Inde et transporté en bateau vers l'Europe. Au XIXe siècle, le commerce de cette drogue finira par entraîner deux guerres entre la Chine et l'Empire britannique. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont encouragé la culture du pavot dans le Triangle d'Or, côté birman, pour financer la guérilla des derniers nationalistes chinois. Depuis une vingtaine d'années, celle-ci a cependant été fortement réduite en Birmanie et éradiquée en Thaïlande, où les pipes à opium font désormais partie du passé. En Thaïlande, l'art et le sacré s'unissent souvent avec la géographie pour créer des endroits inattendus. C'est là que les Thaïlandais viennent communier avec le divin et la nature. Au sud du Triangle d'Or, le temple de Chiang Dao en est le parfait exemple. Les Bouddhas gardent l'entrée d'un sanctuaire construit au XVIIe siècle dans une grotte qui comprend 4 immenses souterrains de plusieurs centaines de mètres de long. Entre les stalactites, on découvre des Bouddhas disséminés dans ce labyrinthe de calcaire. Les statues ont été sculptées par les Birmans qui occupaient la région à la fin du XVIe siècle. En Thaïlande, l'art sacré est omniprésent, mais il faut savoir où regarder. Notre voyage se poursuit en direction de Chiang Rai. Au XIIIe siècle, elle fut la première capitale du Royaume du Nord, le Lanatai. Aujourd'hui, c'est une petite ville tranquille, peu fréquentée par les touristes. Elle possède 2 exemples bouddhistes très particuliers, car ils ne sont pas encore achevés. Ce sont des œuvres d'art contemporaines qui font la fierté des Thaïlandais. Le Wat Rong Khun, appelé le Temple Blanc, est situé à 13 km au sud de Chiang Rai. Sa construction a commencé en 1997. Il est l'œuvre d'un artiste thaïlandais contemporain, Chalermchai Kositpipat, né en 1955. Originaire de Chiang Rai, il a imaginé et construit cet ensemble bouddhiste à nul autre pareil. Pour emprunter le pont qui conduit au temple lui-même, il faut passer au-dessus d'une mer de main tendue. Les mauvais désirs qui vous empêchent d'atteindre le nirvana. Il faudra aussi passer devant les anges gardiens qui scrutent les âmes avant de pouvoir pénétrer à l'intérieur. Malheureusement, il est interdit de filmer dans le temple. Chalermchai Kositpipat a lancé un courant artistique entre l'art sacré et l'univers des mangas et a formé de nouveaux artistes comme Putta Kapkiu, qui a réalisé le temple bleu dans un style différent mais tout autant hors du commun. Si le toit et les ornements sont de couleur or, le temple est d'un bleu saphir éclatant.
2 figures géantes sont postées à l'entrée. Les anges protecteurs qui vous accompagnent durant la visite. L'intérieur est un feu d'artifice de peinture, de couleurs et de motifs qui utilisent toute la gamme des bleus. Le Bouddha est fait de porcelaine blanche. Dominant la pièce, il semble lumineux. Pour ressortir, il faut passer sous la porte de l'enfer. Tout un symbole. Prochaine étape, Chiang Mai, la grande ville du Nord. Ancienne capitale du Lanatai, c'est l'une des plus belles cités de Thaïlande. Les murs de sa forteresse datent du XIIIe siècle et surplombent les douves qui encerclent la ville. Une promenade agréable pour prendre le pouls des lieux. Pour les Thaïlandais, aller à Chiang Mai, c'est retrouver la douceur de vivre de la Thaïlande éternelle. Les ruelles du centre historique sont bordées de magnifiques maisons de bois. Il a échappé à l'urbanisation et au gratte-ciel. La visite est pleine de promesses. Comme cet atelier d'ombrelles traditionnelles. Elles sont fabriquées à la main en suivant le savoir-faire qu'un moine thaïlandais du nom de Pra Inta a rapporté de Birmanie lors d'un pèlerinage, il y a plus d'un siècle. Les ombrelles sont faites de bambou et de tissu. Un travail de précision et de patience qui requiert à chaque étape beaucoup de méticulosité. Ce que je suis en train de faire, c'est de renouer les fils sur l'étendeur d'ombrelle. Elle la rendra plus solide et plus durable. Cela prend environ 15 minutes. L'ombrelle peut être faite de 2 façons, avec peinture et sans peinture. Elle est fabriquée avec des tissus en coton teintés à l'huile. Elle est donc imperméable. Une fois assemblées, les ombrelles passent ensuite entre les mains expertes de la décoratrice qui peint des motifs fleuris. Je dessine des fleurs. Elles n'ont pas de nom. Je les dessine à partir de mon imagination. Il me faut 10 minutes pour décorer une ombrelle. Elle peut servir de parasol, de parapluie et tout simplement d'accessoire. En effet, l'ombrelle de Chiang Mai est l'accessoire indispensable pour se promener sans souffrir de la chaleur. La cité royale est sacrée et abrite pas moins de 300 temples construits entre le XIIIe siècle et nos jours. La diversité et la richesse des sanctuaires sont uniques au monde. L'un des temples les plus anciens et les plus emblématiques de Chiang Mai est le Wat Chedi Luang, bâti au XIVe siècle. À l'origine, la stupa qui abritait 4 Bouddhas s'élevait à 90 mètres de haut. Mais en 1545, un tremblement de terre endommagea durablement le sanctuaire. Des rangées d'éléphants de pierre et des serpents à tête de dragon, les Nagas, gardent l'entrée. De l'autre côté de la ville, voici le Wat Sri Supan, appelé Temple d'argent, construit 7 siècles plus tard, en 2016.
Ces bas-reliefs sont entièrement recouverts d'argent pour une valeur totale d'1 million de dollars. Certains éléments décoratifs sont recouverts d'or. Mais le reste de l'édifice, comme le toit, est en zinc. Le temple a été construit à l'initiative d'un moine qui a fait appel aux orfèvres de la ville avec un résultat spectaculaire. L'entrée du temple est interdite aux femmes. À l'intérieur trône un Bouddha en or. Et si le temple célèbre les métaux précieux, il n'oublie pas non plus les billets de banque, comme cette coupure de 1000 bahts avec le visage du défunt roi Rama IX. Cela fait des siècles que les artistes ont élu domicile à Chiang Mai. À l'extérieur de la ville, un quartier est dédié à la sculpture sur bois. Quelques rues qui rassemblent des dizaines d'ateliers. Le plus incroyable d'entre tous, c'est celui de Kun Mak, un sculpteur exceptionnel. Dans son atelier, des centaines de sculptures se dressent comme des vigies. On a l'étrange impression d'être dans un temple perdu au milieu de la jungle. Il y a de l'artisanat d'art cambodgien, de l'artisanat d'art hindi, de l'artisanat d'art bouddhiste et bien d'autres encore. Chacune de ces sculptures en bois a un habillage différent. Chaque œuvre d'art est un objet artisanal original. Elle est unique. C'est lui qui a tout sculpté. Un travail titanesque. Cette œuvre est sculptée dans du bois de fer. Elle est magnifique. Son motif et sa texture sont superbes. Certaines des sculptures ont des trous, mais ne t'inquiète pas, c'est juste la texture du bois. Voici la déesse de la miséricorde. Ici, il y a une famille d'éléphants, une belle famille. Elles ont été également taillées dans une vieille souche. Et juste ici, une œuvre sculptée dans un motif d'orchidée. Elle a été taillée dans du vieux bois. Ces sculptures musicales sont dans le style du Myanmar. Juste là, il y a des caméléons. Ils ont été sculptés dans des chutes de bois. Son atelier est une véritable caverne d'Ali Baba. Il y a passé toute sa vie. Il a fallu 6 ans pour sculpter cette pièce. L'histoire de son motif, c'est Hanuman Suvanamacha et leur fils Machanu. Hanuman est un singe, Suvanamacha est une sirène. Le travail de Kun Mak s'inscrit dans une tradition millénaire qui lie étroitement l'art et la religion. Au sud de Chiang Mai s'étend l'immense plaine de Sukhothai, la grande cité antique datant du XIIIe siècle. À l'époque, les Cambodgiens occupaient encore la majeure partie de la Thaïlande. Mais le royaume d'Angkor était sur le déclin et en 1238, les Thaïlandais se rebellèrent et fondèrent la première capitale du royaume de Siam. De la splendeur passée, il ne reste que 21 temples. Ils sont en ruine, mais la visite du site historique est un passage obligé pour les Thaïlandais en quête de leur histoire.
Le temple de Wat Mahathat est le plus imposant de tous. C'est aussi le mieux préservé. Les toitures en bois ont disparu depuis longtemps, mais les stupas et les bouddhas ont été restaurés. Sukhothai signifie l'aube du bonheur. Et sous la dynastie des Prahuang, le pays va connaître une ère de prospérité sans précédent. Un âge d'or qui va durer 2 siècles. Le système politique relativement égalitaire était basé sur le commerce et la religion bouddhiste. Le temple de Sisawai est unique en son genre. Son architecture est d'inspiration khmer, comme les temples d'Angkor. Les 3 tours, appelées Prang, sont remarquablement préservées. Dans les réservoirs et les sous-bois, les varans et les grues ont depuis longtemps repris possession des lieux. La visite se poursuit en direction du Wat Sichum, situé à l'extérieur du parc. Ce temple a la particularité d'abriter un Bouddha de 15 mètres de haut, enchâssé dans un mondop, une chapelle de forme carrée. La statue, qui a été entièrement restaurée dans les années 50, fait l'objet d'une vénération particulière. La légende raconte que le Bouddha était doué de la parole et qu'ainsi il aurait mis en déroute les envahisseurs birmans. On l'appelle le Bouddha sans peur. Le courage est une valeur fondamentale pour les Thaïlandais, qui sont fiers d'avoir toujours résisté. En descendant le long de la frontière birmane, on arrive à Kanchanaburi. Entre rizières et montagnes, la ville est nichée au cœur d'une région sauvage. Mais si Kanchanaburi est célèbre dans le monde entier, c'est à cause de son pont qui enjambe la rivière Kwai. Le célèbre édifice supporte une ligne de chemin de fer qui raconte une histoire tragique. Aujourd'hui, c'est un lieu de promenade apprécié des Thaïlandais qui viennent admirer le coucher de soleil. Et les jeunes mariés aiment à se prendre en photo au passage du train qui parcourt 414 km entre Bangkok et la Birmanie. La ligne de chemin de fer de la mort, comme on la surnomme, raconte une histoire terrible. Aujourd'hui, le train ne roule plus jusqu'à Rangoon. Il s'arrête juste avant la frontière. L'endroit le plus impressionnant, c'est le pont de bois de Tam Krasae, construit lui aussi par les prisonniers de guerre de l'Empire nippon dans des conditions épouvantables. Le train s'engage avec précaution sur le frêle édifice et longe la paroi d'une falaise qui tombe à pic dans la rivière Kwai. Il ne passe que 2 fois par jour. Le crissement des roues de métal sur les rails rouillés nous emporte comme dans une machine à remonter le temps. Retour à la fin de l'année 1942. Les Japonais occupent la région. Ils vont forcer près de 180 000 prisonniers de guerre et 250 000 Thaïlandais à poser des rails à travers la jungle. Les malheureux vont connaître l'horreur. Plus de 96 000 d'entre eux vont travailler jusqu'à la mort, victimes des mauvais traitements infligés par l'armée nippone. Le lieu le plus emblématique est le passage des flammes de l'enfer.
Il ne reste que quelques photos jaunies pour témoigner du calvaire de ces hommes qui ont creusé la montagne avec des pioches, affamés et malades de la dysenterie. À la fin de la guerre, les responsables japonais ont été jugés et condamnés à mort. Les Thaïlandais sont restés intimement connectés avec la nature exubérante de leur pays. La région est connue pour ses beautés naturelles, comme les cascades du parc national d'Erawan, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Kanchanaburi. Les chutes d'Erawan se composent de 7 paliers qui descendent sur le versant d'une montagne calcaire qui culmine à 1500 mètres d'altitude. Cette piscine naturelle, bien connue des Thaïlandais, qui viennent ici en famille savourer la fraîcheur et la magie des lieux. L'eau turquoise des bassins est translucide et il est difficile de résister à la tentation d'en profiter. Chaque piscine réserve une surprise. Au niveau 4, 2 énormes rochers forment des toboggans naturels. Le niveau 3 est le plus réputé. Les touristes venus de Bangkok peuvent se rafraîchir les pieds dans la cascade et profiter d'une pédicure gratuite. En effet, dans les vasques, de petits poissons chirurgiens viennent leur chatouiller les pieds en mangeant les peaux mortes avec leur bouche ventouse. Plus on monte, moins il y a de monde. Les dernières piscines sont quasiment désertes. Les plus téméraires en profitent pour piquer une tête. Une pause bienvenue avant de poursuivre notre voyage plus au sud. À l'est de Kanchanaburi, voici la ville-étape de Lopburi. En Thaïlande, il arrive parfois que le monde sauvage empiète sur le monde moderne. Dans le centre, il y a un ancien temple khmer qui date du XIIIe siècle. Il est surtout connu pour abriter une colonie de singes. Ceux-ci ne sont pas farouches. Ils ont colonisé les rues adjacentes et se promènent librement au milieu du trafic. Ils sautent sur les véhicules qui s'arrêtent au passage ferroviaire. Et les conducteurs ont bien du mal à les faire descendre. Rien ne les arrête. Ni les trains, ni les autos. Ils sont ici chez eux depuis toujours. Les hordes de macaques facétieux se sont installés sur les trottoirs et grimpent partout. Ils n'hésitent pas à envahir les quelques commerces qui n'ont pas encore baissé leurs rideaux. Mais les riverains ont finalement appris à vivre avec leurs encombrants voisins. La nature, la religion et les légendes inspirent depuis toujours les Thaïlandais et leur créativité est surprenante. Au sud de Lopburi, il ne faut pas manquer la visite du Wat Sampra, le temple le plus atypique de Thaïlande. Un immense dragon aux écailles vertes s'enroule le long d'une tour rose fuchsia, haute de 80 mètres, car Bouddha est mort à l'âge de 80 ans. Le temple d'inspiration chinoise a ouvert ses portes en 1985.
il faut monter les 17 étages de l'édifice pour accéder au sanctuaire. Au pied de l'arbre sacré, le Bodhi, aussi appelé le figuier des pagodes, les Bouddhas sont parés de feuilles d'or. Au dernier étage, sous la gueule du monstre, le Bouddha chinois est connu pour exaucer les prières des fidèles. Le Wat Sampra est situé à l'extrémité nord de l'isthme de Kra, qui délimite le sud de la Thaïlande. Notre voyage se poursuit le long du golfe de Thaïlande, de la station balnéaire de Hua Hin jusqu'à la ville de Songkhla, la perle du Sud. Un immense ruban de sable blanc s'étire le long de la ville de Hua Hin, qui fut, dans les années 60, la destination favorite du roi de Thaïlande. Des temples bouddhistes et des plages quasiment vierges de touristes se succèdent le long du littoral. Plus au sud, le parc national de Khao Samroy-Yot abrite la grotte de Praya Nakhon, un endroit à part dans le cœur des Thaïlandais. Pour y accéder, il faut s'armer de courage et gravir sur 500 mètres un escalier de pierre en pente raide. Une fois arrivé au sommet, on a une vue imprenable sur la baie. Ensuite, le chemin tortueux redescend vers l'entrée du sanctuaire. La grotte de Praya Nakhon est immense. Un petit escalier mène à la première salle aux dimensions hors normes. Une trouée gigantesque dans la montagne de calcaire qui s'est effondrée lors d'un tremblement de terre. La deuxième salle est encore plus extraordinaire, car elle abrite un monument construit à la gloire du roi Rama V en 1890. Ce petit pavillon de bois bleu et or, appelé le Karueat, est illuminé par les rayons du soleil qui traversent la grotte. Le roi Rama V est le plus vénéré de tous les monarques de Thaïlande, et ses sujets viennent ici pour lui rendre hommage. En descendant vers la frontière malaisienne, on arrive dans la région de Surat Thani. Avec son relief tourmenté et ses falaises de calcaire, la région est l'une des plus belles de Thaïlande. Dans les massifs se trouve une curiosité géologique, le In Pad. C'est un rocher de 6 mètres de haut, posé en équilibre au sommet d'une montagne et qui n'est pas sans rappeler le rocher d'or de Birmanie. Il a la forme d'un cœur et sa base ne fait que quelques dizaines de centimètres. On a vraiment l'impression que le rocher pourrait basculer dans le vide à tout instant. Mais sur le côté, un petit Bouddha doré veille à ce que le In Pad reste en équilibre depuis la nuit des temps. La région est plantée de vergers. Une aubaine pour les sculpteurs de fruits qui perpétuent un art ancestral. Tel Kun Ting, qui manie le scalpel avec dextérité. Après avoir fait des études aux Beaux-Arts, elle a commencé à sculpter des savons avant de passer aux fruits. Aujourd'hui, elle se propose de transformer une pastèque en rose.
Je vais découper cette pastèque d'apparence normale en une pastèque magnifique. Plantez le couteau dans notre pastèque épluchée, tracez un cercle. Pour faciliter le travail, vous pouvez faire tourner l'assiette. Voici notre cercle de contour. Ensuite, découpez cette partie de la pastèque. Sculpter n'est pas un travail difficile, mais cela demande de l'imagination, un peu de patience et de créativité. Ensuite, nous allons commencer à sculpter le premier pétale. Retirez le croissant. Maintenant, nous pouvons voir notre premier pétale se détacher. En Thaïlande, la sculpture des fruits est une tradition séculaire initiée par la famille royale. Les sculptures sont destinées à de grandes occasions, comme les fêtes religieuses et les mariages. La sculpture des fruits a commencé dans le royaume de Sukhothai il y a environ 700 ans. À cette époque, le jour de la fête de la pleine lune, la reine a décidé qu'au lieu d'utiliser des fleurs normales pour la décoration des festivités, elle utiliserait des fruits sculptés. Même si Kunting reste modeste, elle maîtrise un art difficile et exigeant. La région de Surat Thani abrite un lac fabuleux, perdu au cœur des montagnes. À l'origine, cette région était restée sauvage et inaccessible. En 1987, le gouvernement thaïlandais a décidé de construire dans le parc national de Khao Sok un barrage et de créer un lac artificiel. L'immense pièce d'eau de couleur émeraude est devenue l'une des plus belles attractions touristiques de Thaïlande. Elle reste toutefois méconnue des étrangers. Les pics qui émergent de l'eau étaient autrefois ceux des montagnes. Mais la faune a su s'adapter à ce changement radical d'environnement. Comme les chauves-souris qui ont abandonné leurs grottes pour nicher au sommet des arbres. Cette forêt, vieille de plus de 160 millions d'années, abrite aussi des espèces rares, comme l'ours malais ou le léopard nébuleux. Des animaux sauvages très difficiles à observer, tant la jungle est dense et impénétrable. L'endroit le plus marquant du lac se situe dans la partie centrale, le Cheu Larn. 3 pitons qui se dressent à l'entrée d'un petit lagon. Plus au sud, la région de Krabi est célèbre pour ses plages paradisiaques et ses magnifiques archipels disséminés dans le golfe d'Andaman. Posé sur un piton rocheux à 600 mètres d'altitude, un immense Bouddha doré surplombe la vallée. Le Wat Tham Suea, surnommé le temple de la grotte du tigre, a été construit en 1975. Il faut monter 1237 marches pour y accéder.
Dans le sud de la Thaïlande, la nature est luxuriante et elle inspire depuis toujours les artistes de la région. Depuis 20 ans, dans son petit atelier, Kun Pochatan peint la mer et ses multiples visages. Ces toiles sont à la fois surréalistes et figuratives. Pour cette peinture, je me suis inspiré de l'époque où j'étais enfant. Nous prenions des jouets et nous jouions sur la plage. Ces souvenirs m'ont inspiré pour peindre cette œuvre d'art. Ce bateau est construit à partir de matériaux naturels sur la plage. Il nous emmène dans le monde de l'imagination. Les artistes du monde entier m'inspirent de bien des façons à travers leur travail et leurs idées. J'adapte ces inspirations à ma façon de travailler et de peindre. Des ciels tourmentés par la mousson, des couchers de soleil éclatants. À travers sa peinture, Kun Pochatan est en quête de bonheur. J'aime personnellement les œuvres créatives et les dessins. L'art aide à la santé mentale. Il vous rend heureux. Être un artiste est un travail heureux. Je peux passer du temps avec les enfants, la peinture et la communauté. La dernière étape de notre voyage nous mène dans la région de Songkhla, située sur le golfe de Thaïlande, à une 50aine de kilomètres de la frontière malaisienne. Elle est bordée par une plage au sable blanc immaculé. La région est à majorité musulmane et ses habitants sont peu portés à la baignade. Sur la plage, on peut admirer une petite sirène de bronze qui fait dos à la mer. La légende raconte qu'elle serait apparue à un pêcheur de la région alors qu'elle peignait ses longs cheveux. Effrayée, elle disparut dans les eaux azures en oubliant son peigne. Et le pêcheur passa le reste de sa vie à l'attendre pour pouvoir le lui rendre. La région de Songkhla est restée à l'écart du développement de la Thaïlande moderne. Dans les terres, des femmes de pêcheurs travaillent dans une cocoterie. Elles fabriquent des souvenirs en noix de coco. Pour réaliser un porte-clés pieuvre, nous devons enlever toute l'enveloppe de la noix de coco. Jusqu'à ce que cela ressemble à un bol de noix de coco. Comme ceci. Nous devons aussi enlever toute la chair que nous pouvons utiliser pour cuisiner. Puis nous la frottons et la polissons jusqu'à ce qu'elle soit lisse. Enfin, nous collons notre forme sur la coque de la noix de coco. Une fois l'autocollant fixé sur la noix de coco, à l'aide d'une scie filaire, il faut découper la forme. Un véritable exploit, quand il faut fabriquer une pieuvre et ses tentacules sans casser la coque. La fabrication d'une pieuvre à partir de la coquille de noix de coco prend normalement 10 à 20 minutes. Je fais cela pour gagner ma vie depuis plus de 10 ans. Un travail peu rémunérateur, car rares sont les touristes qui visitent la région. Hors des sentiers battus, c'est une Thaïlande authentique et préservée. Le centre historique de Songkhla est un comptoir chinois établi il y a plus de 2 siècles.
Les rues sont bordées de jolies maisons de bois aux façades colorées. Sur les murs, on peut admirer de nombreuses peintures, œuvres des artistes qui habitent la vieille ville. Il règne ici une atmosphère tranquille et conviviale, car tout le monde se connaît. Certaines maisons ont été construites dans la première moitié du XXe siècle. Cette demeure, qui rappelle celle des vieux quartiers de Pékin, appartient à un artiste local qui a laissé intacte la partie qu'habitaient ses parents. Le premier étage est dévolu aux chambres à coucher et le rez-de-chaussée forme un petit patio intérieur. L'ensemble respecte les règles d'aménagement du Feng Shui, un art millénaire qui consiste à arranger l'espace habitable afin de favoriser le bien-être et la prospérité des habitants. Les murs sont chargés de souvenirs. Des photos du couple royal datant des années 60 et des prises de vue de la ville et du port lorsque Songkhla s'appelait encore Singora. Ce cliché d'un voilier invite à la découverte du lac marin qui s'étend au nord de la ville historique. Alors que le soleil encore voilé darde ses premiers rayons, les pêcheurs du lac relèvent leurs immenses filets. Chaque poste de pêche est une fragile structure arachnéenne faite de bambou. Toutes les 10 minutes, tels des funambules, les pêcheurs montent le long d'un balancier d'une dizaine de mètres afin de faire contrepoids et lever leurs grands filets carrés où les poissons restent piégés. Ensuite, à l'aide d'une épuisette posée au bout d'une longue perche de bambou, ils ratissent les filets afin de récupérer leur capture. Lorsque les rayons du soleil inondent le lac, ils se détachent, tels des ombres chinoises. Inlassablement, avec grâce, ils répètent leur chorégraphie ancestrale. En fait, la plupart des pêcheurs sont des femmes. Kuntit est l'une d'entre elles. Il vaut mieux ne pas avoir le vertige et savoir garder l'équilibre. Les prises de la journée sont maigres. Tant d'efforts pour ne pêcher que de la petite friture, des alevins qui vivent à la surface du lac. Je fais cela depuis plus de 10 ans. Attraper des poissons avec l'épuisette, c'est vraiment difficile. C'est un dur labeur, mais le spectacle est tout simplement magique.
La mer de Nénuphar du lac de Songkhla marque le point ultime de ce périple entamé au nord de la Thaïlande, loin des sentiers battus. Pour découvrir les richesses insoupçonnées d'un pays qu'on croit trop souvent connaître.